Dans cette troisième vidéo, on va, comme dit précédemment, raffiner le code pour qu'il soit synchrone. Donc synchrone, pour qu'il y ait une notion justement d'un programme synchrone, il nous faut une clock. Et on va juste ajouter dans les entrées. Ça va être un stdlogic. Déjà synchrone ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme va réagir en même temps que la clock. Il va pas réagir directement quand il y a des changements. Il va juste réagir avec un peu de décalage. Il va attendre d'être aligné avec la clock pour montrer ses résultats. C'est généralement plus joli et plus demandé parce que comme ça il y a plus de contrôle sur le programme. Et donc, mon programme, j'aimerais qu'il fonctionne de la façon suivante. J'aimerais que à chaque fois qu'il y a un changement dans Numbers, à chaque fois que le signal change là-dedans, j'aimerais que le programme réagisse et attende la prochaine rising edge de la clock, c'est-à-dire le prochain signal de la clock qui va aller de 0 jusqu'à 1, pour montrer le résultat dans result. J'ai pas envie qu'il le montre tout de suite. Et j'ai envie qu'il le montre durant 2 cycles de la clock, c'est-à-dire que la clock fasse 1, 0, 1, 0, et après qu'il n'y ait plus de résultat. Et donc pour faire ça, on va juste, là je viens de décrire littéralement le comportement d'une FSM, d'une Finite State Machine. Et donc en VHDL, pour faire ça, il y a un truc très efficace qui s'appelle un type. Donc là je vais commenter pour faire plus propre. Je vais dire là FSM Signals. Et donc là je vais créer un type. Un type en gros c'est juste comme une enum dans d'autres langages de programmation. Et on va juste faire comme ça. T state pour type state. Et là on va écrire is pour déclarer qu'est-ce qu'il y a comme différents types. Et là je vais les appeler known quand il va rien se passer, res1 quand la première clock, quand le résultat est montré et qu'il y a juste une clock, c'est juste une période qui est arrivée, et res2 pour montrer la deuxième période. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc là, quand on fait une FSM, il faut faire deux choses. Il faut créer le signal next state qui lui va être asynchrone, qui va directement changer, et state qui va être synchrone, donc à chaque clock, state va prendre la valeur de next state pour que comme ça, state soit synchrone. Et donc là, c'est juste tstate. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On a créé les signaux nécessaires à notre FSM. Et on va voir qu'est-ce qui n'est pas synchrone dans notre code. Donc déjà, la seule sortie de notre code, là, c'est juste result. Et là, on voit bien que result, et c'est pour ça que j'ai créé un autre signal avant, il prend la valeur de res et il l'affiche tout de suite. Et c'est ça qu'on veut pas. On veut que result affiche res seulement quand res1 est quand state est res1 ou quand state est res2. Par contre, quand state est known, on n'a pas envie d'afficher result. Et donc pour ça, on va juste légèrement modifier ça. On va plutôt faire un when else, comme ça. On va faire, là c'était bon, res, when, là ici state, on fait juste une égalité parce que là c'est le même type, res1, ou alors que state est égal à res2. Donc là c'est bon. Là ça fonctionne, notre programme est correct. Mais maintenant ce qu'on veut c'est gérer justement les states. Et pour ça, il faut qu'on gère next state. Quand est-ce que next state va prendre res1, quand est-ce que next state va prendre res2, et quand est-ce que next state va prendre known. Déjà, qu'est-ce qui fait que known passe à res1? Parce que l'ordre c'est comme ça, c'est known, res1, res2, known. Qu'est-ce qui fait que notre programme passe de known à res1? C'est juste un changement dans numbers. Et comment on sait que quelque chose a changé? Et bien moi ce que je vais faire ici je pense, du moins c'est ma méthode, c'est que je vais créer un nouveau signal qui va s'appeler saved n, qui va sauvegarder la valeur de numbers, et dès que la valeur sauvegardée et la valeur reçue de numbers vont être différentes, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Donc là pareil, ça va être un stdLogicVector, comme numbers, de 7 bits. Et voilà. Donc, je vais pas directement sauvegarder numbers, je vais pas faire saved n égale numbers. Non. Et donc là, comment est-ce que je vais utiliser ce saved n avec numbers?
Et ben, je vais créer ce qu'on appelle un process que je vais appeler change. Un process qui va seulement réagir quand numbers va changer. Donc, comme ça. Donc là, on va démarrer une partie du code qui va être explicite. C'est-à-dire, une partie du code, on va pouvoir mettre des if-else et des case-when. Et d'autres choses encore, mais c'est juste ce que je vais expliquer ici. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi on peut pas avoir des if-else ici? Parce que, imaginons, bon là je vais écrire du code qui fonctionne pas, mais juste imaginons ça. Imaginons que la première valeur de A soit 1. Donc, on voit bien ici que A qui est égal à 1 n'est pas égal à 0. Donc, il va être égal à 0. Donc après, A va être égal à 0. Mais ici, on nous dit que A doit être égal à 1 si A est égal à 0. Donc là, A redevient 1. Puis, encore une fois, on voit bien que du coup 1 n'est pas égal à 0, donc A devient 0. Et tout ça, ça se fait à l'infini. Et ça, c'est pas possible parce que justement, ici, on sait bien qu'en implicite, tout se fait en même temps. Donc là, il va y avoir un problème. Et c'est pour ça qu'il nous faut définir ça dans des valeurs, dans des programmes explicites. Parce que là, il n'y aurait pas ce problème. Ça varierait toujours à l'infini, mais pas en même temps, puisque ça réagit juste quand numbers change. Et c'est pour ça qu'il y a deux différentes façons de faire, soit en implicite, soit en explicite. Et là, pour utiliser les if-else et les case-when, il faut créer un process. Donc là, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut. Là, on veut bel et bien une partie du programme qui réagit seulement à la variation de numbers. Bon. Là, j'ai fait un gros aparté. Je pense que je vais mettre un timecode pour passer directement à l'écriture du code. Mais c'était vraiment pour expliquer pourquoi on peut pas mettre des if-else à l'extérieur d'un process. Donc là, on va commencer le process, et puis on va faire un case when. On va faire case numbers is, et là en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, on étudie la valeur de numbers, et quand numbers est égal par exemple à saved n, et quand numbers va être égal à saved n, il n'y a pas de problème. Change va prendre... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre un nouveau signal ici qui va être utile. Donc là, je vais créer un nouveau signal qui va s'appeler change, qui va être 1 quand numbers et saved n ne sont pas égaux, et qui va être 0 sinon. Donc là justement, si les deux sont égaux, et ben il n'y a pas de problème. Changed va prendre la valeur 0. Donc là, changed va être égal à 0. Et là, dans le reste des cas, donc là, quand on fait un case when, c'est très conseillé de faire when others, comme ça, pour bien démarquer tous les cas possibles, pour pas qu'il y ait des cas qui ne soient pas traités. Donc là, ça veut juste dire quand numbers n'est pas égal à saved n, et ben on veut que changed soit égal à 1. Et là, je pense qu'on va aussi rajouter saved n pour quand on va modifier la valeur de saved n, pour bien remettre la valeur changed à 0. Et donc, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on peut finir le process. Et voilà, maintenant il faut qu'on mette en place notre FSM. Et pour ça, on va le créer ici. On va mettre des valeurs pour le next state. Donc, quand est-ce que next state devient res1? Eh bien, déjà il faut que le state soit unknown. Donc il faut state égale known, parce que rappelez-vous on a dit que l'ordre c'était known, res1, res2, et après known encore, ou alors res1. Donc là pour passer de known à res1, il faut bien que le state soit known à la base, et il faut que changed soit activé. Donc changed égale à 1. Quand est-ce qu'on passe de res1 à res2? Et bien seulement quand le state il est à res1. Et dans le reste des cas, on va être dans known. Donc voilà, c'est ce qu'il nous faut.
Maintenant on va créer un nouveau process qui va être sensible à la clock plutôt, qu'on va appeler FSM, qui va juste servir à state de prendre la valeur next state dans chaque rising edge de la clock. Et donc pour ça on va faire FSM process qui va juste être sensible à la clock. Et là on peut mettre un if, donc if rising edge clock. Rappelez-vous, rising edge ça veut dire que la clock passe de 0 à 1. Then state prend la valeur de next state. Et là il faut bien mettre un end if. Et c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. Donc là on peut terminer le process. Et normalement ça devrait être presque fini. Parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut gérer, c'est la valeur de saved n. Quand est-ce que saved n va changer? Et bien je pense que ce qui est bien, c'est de dire que saved n va prendre la valeur de numbers seulement quand le state va être égal à res1. Et sinon, eh ben on dit qu'il garde la même valeur. Saved n. Et voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Maintenant, je pense que notre code est bon, sauf que j'ai vu quelques petites erreurs, parce que j'ai compilé et j'ai vu les erreurs. J'en fais toujours, hein. Même j'ai beau m'entraîner et tout, mais je fais toujours des erreurs. Là, il faut un end case, parce que quand on fait un case, il faut un end case, comme quand on fait un if, il faut un end if. Et ici, il nous faut un when else, c'est pas pour rien que ça s'appelle un when else, c'est pas un when tout seul. Donc là, quand result, quand le state n'est pas égal à res1 ou res2, ça veut dire que le state est égal à none. Et qu'est-ce qui se passe quand le state est égal à none? Et ben on veut juste que le résultat ne soit pas visible. Et donc pour ça, on va dire que dans le reste du temps, result va prendre la valeur z. Alors z, ce que c'est juste un signal qui n'existe pas. En gros, ça veut dire, il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs types de signaux dans VHDL. Il y a le 1 et le 0. Il y a aussi le X. Le X, ça veut dire quand il y a un conflit. C'est-à-dire que quand plusieurs choses veulent mettre quelque chose de différent dans un même signal, là il y a un conflit, donc vous aurez un X. Et Z, ça veut juste dire qu'il n'y a ni un 1 ni un 0. En gros, ça veut dire que c'est un signal qui est vide. Et donc quand il y a un conflit entre Z et un autre signal, et ben, l'autre signal va prendre le dessus parce que Z, c'est littéralement rien du tout. Mais c'est juste pour dire que le signal est vide. Il n'y a ni un 1 ni un 0. Et voilà. Et donc maintenant, notre code devait fonctionner si on compile. J'espère. Hein. Ah, j'ai deux erreurs. Oh là là, oui, là j'ai fait une très mauvaise chose. J'ai mis quelque chose qui n'était pas statique. Là j'ai mis saved n dans un case when. Et là ça ne marche pas parce que saved n c'est pas défini dans le process. C'est quelque chose qui est extérieur. Donc ça marche pas, ça devrait pas être bon. Donc là on va plutôt remplacer par un if else, c'est mieux. Au moins vous avez vu comment se servir d'un case when. Bon là ça marche pas, mais c'est parce que j'ai mal utilisé. Généralement on utilise ça quand on a des adresses et qu'on veut faire. Par exemple si on avait fait ici ça, eh ben ça aurait fonctionné. Mais là on veut comparer à un signal. Donc là ce qui est mieux c'est d'utiliser un if else. Et normalement ça devrait marcher. Parfait. Donc maintenant il reste plus qu'à tester. Et pour ça je vais faire un petit point do et je vous retrouve juste après. Donc là j'ai mon point do et tout ce qu'il va faire, encore une fois il va compiler, puis simuler. Puis là, il va simuler une clock, donc là, il va forcer le signal de la clock à être 0 à 0, puis 1 à 10, il va faire répéter ça toutes les 20 picosecondes, donc c'est vraiment bien le comportement d'une clock. Et là, je vais faire exprès de mettre mes numbers à des valeurs qui ne sont pas pendant les changements de la clock, donc là, donc à des multiples qui ne sont pas de 10. Par exemple, là je vais mettre mon premier signal de numbers à 0, 0 à 5 picosecondes, puis mon signal numbers à 7, 7 à 55 picosecondes, et on va voir si ça se comporte comme on veut. Donc là, je fais run pendant 200 secondes et on va voir si ça se passe comme je veux. Donc bon,
comme à chaque fois, je teste avant pour voir si ça fonctionne bien, parce que sinon c'est la honte si ça marche pas. Et là, ça fonctionne. Donc bon, là, mon code, il est pas incroyable parce qu'il prend pas en compte, il va pas gérer les cas où on va changer numbers pendant que le résultat est en train d'être affiché. Mais bon, c'est pas ce qu'on voulait, donc maintenant, on assume et puis on a ce qu'on veut. De toute façon, on va pas s'amuser à faire non plus trop détaillé. Là, vraiment, le but, c'est de montrer comment fonctionne VHDL. Mais voilà, donc là, on va tester, on va voir comment ça se comporte. Déjà, on va mettre numbers en hexadécimal pour bien voir si ça se passe comme on voulait. On va mettre A et 0 en unsigned pour aussi voir si ça se passe correctement. Donc, unsigned. Et là, on voit bien que la clock change toutes les 10 picosecondes. Là, ça devient 1. Donc là, c'est une rising edge. Là, c'est falling edge. Et la rising edge, etc., etc., etc. Donc c'est bien comme on veut. Et là, on voit bien qu'au début, le résultat est Z parce que le state, au début, il est unknown. Donc c'est normal que le résultat soit Z. Et là, à 5 picosecondes, on va changer. On va changer la valeur de numbers qui au début n'est juste pas définie. Et donc, on va le mettre à 0. Et donc là, on voit bien que le signal change s'active jusqu'à ce que state soit res1. Et donc on voit bien que là, à la prochaine rising edge, là on a changé, et la prochaine rising edge elle est juste ici, et bien le state prend la valeur res1. Et on voit bien que là le résultat est montré, c'est plus z, le z c'est en bleu, ça devient 0 parce que 0 plus 0 c'est pas égal à 14. Donc c'est bon. Donc là pendant une période, le state ça va être res1, on voit bien qu'ici le next state c'est res2 parce que, souvenez-vous, next state ça devient res2 quand le state est égal à res1. Et là on attend la prochaine rising edge, et là on voit bien que le state devient res2, donc c'est parfait. Le résultat s'affiche toujours durant une période, puis après, ça devient known ici, parce que ce qu'on voulait c'était que le résultat soit affiché pendant deux périodes, donc une période, deux périodes, puis après ça devient Z. Donc là, on a bien dit dans le do-file que à 55 picosecondes, le signal numbers allait devenir 7,7, donc ça allait faire 7 plus 7, ce qui est bien égal à 14. Donc là, on voit bien encore une fois que le signal changed a été activé, et on attend la prochaine rising edge qui va être juste ici. Et donc là, encore une fois, le changement va durer tout ça. Et à la prochaine rising edge, comme le programme a détecté un changement, ça va être res1, et ça va encore une fois montrer le résultat qui cette fois est 1, ici result est 1, durant 2 cycles. Et après, ça devient known jusqu'à la fin parce qu'il n'y a plus aucun changement. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là on a pas mal avancé. Dans la dernière vidéo, on va voir un petit peu comment faire ce qu'on voulait à la base. On voulait afficher dans le terminal quand est-ce que c'était bon, quand est-ce que le résultat était à 1. Et donc pour ça, on va créer un nouveau fichier dans lequel on va gérer le petit fichier checksum qu'on a créé, et on va aussi tester plein d'autres valeurs, parce que là on a juste fait une constante 14, mais ce qu'on aimerait un petit peu c'est aussi mettre des valeurs dedans. Et donc pour ça on va avoir la notion de généricité, et voilà.